Il est 6 heures du matin, là, je me prépare parce que je suis tout seul sur le bateau à quitter Bouillante en Guadeloupe. On est monté ici par rapport à l'ouragan Beryl. Allez, je vous montre quelques images du mouillage. La baie est vraiment jolie. On a des belles couleurs. Bon là, il fait un petit peu gris ce matin. Il est 5h45. Et nous, on va descendre par là-bas, direction la Martinique. L'ancre est levée, ça y est, la manœuvre s'est bien passée. On va bientôt mettre les voiles et puis c'est parti. Allez, je m'éloigne un petit peu du bord parce qu'il y a pas mal de casiers sur l'eau. Et voilà, pour établir les voiles, je préfère être sur un plan d'eau un petit peu dégagé. Alors là, on va descendre le Basse-Terre à l'ouest de la Guadeloupe. Bon, on est sous le vent de l'île, donc il y a pétole. Après, dans les canaux, on est autour de 25 nœuds avec une houle à 1m40, entre 1m40 et 1m60. Voilà, donc là, on est tranquillement au moteur. et on va avancer tout doucement. Normalement, on en a pour une vingtaine d'heures. Donc, on devrait arriver en Martinique, dans la baie de Fort-de-France, à peu près vers dans 20 heures. Il est 6 heures du matin, vers 3 heures du matin à peu près. La côte sous le vent là de la Guadeloupe, du côté Basse-Terre, c'est très très joli. Ça me fait penser un peu à Saint-Vincent. Bon, quand je suis là près du bord comme ça, je fais toujours attention parce qu'il traîne de ci de là toujours des casiers. Bon, alors à la voile, c'est jamais sympa de se prendre un casier. Et puis alors quand on est au moteur, ça peut vite devenir vraiment galère. Alors parce qu'on est sous le vent de l'île comme ça, donc on a très très peu de vent. Hein. Là c'est un vent d'est, donc on descend la côte est, c'est un vent d'est, on descend la côte ouest, je dirais nord-sud en termes de direction, donc on n'a quasiment pas de vent. Mais lorsqu'on arrive au niveau de la pointe de l'île, sur le bas, le vent qui est d'est dans le canal a tendance à refuser, c'est-à-dire qu'il revient plutôt face à nous. Donc là, on est clairement face au vent. Donc à la voile, il nous faudrait tirer des bords pas possibles. L'avantage, c'est que lorsqu'on sera arrivé vers la Dominique, comme le vent a tendance à coller aux îles et aux rochers, il va donner, c'est-à-dire qu'il va nous passer du travers et globalement plutôt vers un grand large. Donc en quittant la Guadeloupe, le vent est de face. Dans le canal, il viendra de l'est. Et puis lorsqu'on approchera de la Dominique, il va passer plutôt au nord-est. Lorsqu'on a du temps comme ça, là, maintenant on est quasiment tout le temps à 30 nœuds et qu'on est seul à bord, au maximum on essaie d'anticiper. Voilà, la réduction des voiles, bon, c'est pas mal réduit. On est autour de 20 degrés de gîte. Voilà, l'idée c'est d'anticiper un maximum pour pas se faire surprendre, et puis tout est un peu plus complexe lorsqu'on est seul parce qu'il faut être à plusieurs endroits en même temps. Donc voilà, bon, on va continuer tranquillement. Donc là on est toujours dans le premier tiers du canal de la Dominique. On a à peu près 30 nœuds de vent. Alors on est au pré. On a un courant maintenant de 2.2 qui vient quasiment sur notre à 30 degrés bâbord du bateau. Donc on est bien freiné, mais finalement on fait encore du 5.5 en vitesse avec un courant quasi de face à 2 nœuds 2. Donc voilà, quand le courant va se calmer un petit peu, j'espère qu'on va pouvoir garder en gardant la même toile, être un petit peu plus en vitesse autour des 7 nœuds, quoi. Bienvenue sur Ikigai Voyage, la chaîne où on parle de voile, de voyage et de changement de vie.
Avant de commencer cette vidéo, je voudrais avoir une pensée particulière pour tous les habitants de Kariakou, de Union, de Méro, en fait toutes ces personnes qui vivent sur les îles qui ont été traversées par Beryl, hein, qui est un terrible cyclone de catégorie 4, qui a traversé la Caraïbe là, en début de semaine et qui a totalement dévasté ces territoires. Donc voilà, j'ai une pensée particulière pour toutes ces personnes qui vivent dans des pays qui sont déjà des pays qui ne sont pas des pays riches et qui en plus ont tout perdu, et pour certaines qui ont perdu la vie. Donc voilà, j'ai une pensée particulière pour toutes ces personnes. Lorsqu'on vit en bateau, on regarde la météo tous les jours, et en période cyclonique, on la regarde au moins trois fois par jour. Et lorsque il y a des perturbations qui quittent l'Afrique et qui traversent l'Atlantique, elles sont suivies, et lorsque elles commencent à prendre une certaine importance, elles vont commencer à être identifiées. D'abord en Invest, ça veut dire que cette perturbation va être suivie de manière particulière au niveau des services spécialisés, services américains spécialisés. Et puis ensuite, cette Invest peut devenir soit une tempête tropicale, une dépression tropicale, une tempête tropicale ou un cyclone, catégorie 1, 2, 3, 4 ou 5, hein, c'est la catégorie maximum. On parle même actuellement, par rapport au changement climatique, d'une catégorie 6 hein, pour des super cyclones dont les vents atteignent des vitesses complètement folles. Beryl, c'est un cyclone qui est totalement hors norme. Dans l'histoire, on n'a jamais rencontré un cyclone de ce type-là, c'est-à-dire un cyclone de cette intensité-là, un catégorie 4, un cyclone qui traverse la Caraïbe fin juin. Voilà, c'est des choses qui ne sont jamais arrivées et qui risquent de se reproduire hein, du fait du changement climatique. On suit l'évolution des perturbations. La caractéristique là de Beryl, c'est que en termes de trajectoire, en termes d'intensité, il y avait une très grande incertitude. Une très grande incertitude, ça veut dire que en début de semaine, on avait un modèle américain qui nous donnait l'œil du cyclone au nord de Saint-Vincent, un modèle européen qui le mettait plus au sud sur Bequia. En milieu de semaine, ça s'était inversé. Donc en fait, globalement, on savait pas trop où ça allait passer. On savait que ça allait passer sur la Caraïbe, mais on savait pas avec certitude à quelle latitude. Hein. Il faut voir que ce type de cyclone, s'il passe dans le canal de Sainte-Lucie, entre la Sainte-Lucie et la Martinique, ou même au nord de Saint-Vincent, les conséquences pour la Martinique sont extrêmement graves. Et on ne savait pas non plus avec quelle intensité. Donc une très forte incertitude. Ça devait être une tempête tropicale, c'est passé en cyclone catégorie 1, c'est repassé en tempête tropicale, c'est passé en cyclone catégorie 2. À un moment donné, il a été question de catégorie 5 ou d'éducation de catégorie 2. Nous sommes partis, enfin je suis parti de Martinique pour monter en Guadeloupe le samedi matin. Mais le vendredi, il y avait toujours de l'incertitude. Dans cette vidéo, je ne vais pas parler des cyclones, je ne vais pas parler non plus de la préparation des bateaux ou des stratégies par rapport aux cyclones en période cyclonique. Je vais simplement partager avec vous cette navigation entre la Martinique et la Guadeloupe, et notamment ce qu'on va pouvoir qualifier de loi de l'emmerdement maximum et la manière dont on y fait face, hein, et dont j'y ai fait face sur Ikigai. Nous avons l'habitude de naviguer à deux, avec Moufida, ou bien à quatre avec les enfants. Et à deux, il y a quelque chose de rassurant en fait, parce que lorsque il se passe quelque chose, il y en a un qui est à la barre, l'autre qui va voir ce qui se passe, ou même pour les manœuvres tout simplement, hein, pour lever l'ancre, jeter l'ancre, c'est toujours plus simple. Lorsqu'on est deux, lorsqu'on est seul, les choses deviennent un peu plus techniques, dans le sens où il faut, s'il y a un problème, il faut affronter le problème tout seul.
on peut pas échanger avec l'autre pour se dire tiens qu'est-ce qu'on fait et puis au cours des manœuvres, il faut beaucoup anticiper parce que il faut éviter quand même d'avoir un grain de sable dans l'engrenage et parce que là les choses peuvent rapidement devenir un peu plus complexes, on va dire. Donc le vendredi soir, la décision est prise. Bon voilà, je vais monter sur la Guadeloupe avec Ikigai pour mettre le bateau à l'abri à Bouillante, sur la côte ouest de la Guadeloupe, au niveau de Basse-Terre. Donc le samedi matin, je lève l'ancre, le bateau est prêt, je lève l'ancre et je commence la navigation. Arrivé au nord de la Martinique, j'entends mon alarme au niveau des pompes. Et celle-là, je la connais bien parce que j'ai déjà eu un souci à ce niveau-là. C'est l'alarme typique de la cale moteur. Donc la cale moteur, en général, quand ça commence à se remplir d'eau, c'est pas bon. Ça se remplit relativement vite. Donc là, vite, en catastrophe, je descends, j'ouvre toute la cale, je vois que c'est plein d'eau. Et je comprends tout de suite que j'ai encore un problème de durite. Rapidement, j'éteins le moteur, je remonte, j'éteins le moteur. Je mets les pompes en marche et je redescends pour savoir quelle est la durite qui est en cause. Alors le truc c'est que en redescendant, j'ai plus de moteur, j'ai plus de vitesse. Donc du coup, mon pilote auto, pouf, il se met en rade. Sort les voiles. Alors on avait la GV. Alors on était au niveau du prêcheur. Alors pour ceux qui connaissent. Saint-Pierre-le-Prêcheur, c'est un endroit, on est sous le vent de l'île, il y a quasiment pétole tous les jours. Donc on fait un petit bout là, on fait une heure et demie de moteur, et c'est à ce moment-là que la durite a pété. Donc la GV, elle a été déjà établie, vu qu'on avait traversé toute la baie de Fort-de-France. Il a fallu ressortir un petit bout de génois pour redonner de la vitesse au bateau et puis surtout retrouver un pilote auto. La difficulté que j'avais, c'est que j'arrivais pas à trouver quelle était la durite qui était en cause parce que toutes les durites étaient en place. Donc j'ai redémarré le moteur et là j'ai tout de suite vu que au niveau de la pompe à eau, il y avait une durite qui était percée, mais percée comme si elle avait pris un coup de couteau en fait, sur 1 cm. Et là, ça débitait de l'eau très très fort. Donc, je recoupe le moteur, je revide la cale et j'ai pas d'autre solution que de fabriquer une nouvelle durite. Donc, j'avais du tuyau, refabrique de la durite, je replace la durite. Et puis, l'opération a pris presque 1 heure quand même. Et ensuite, je rallume le moteur, tout va bien, on part sur la nave et on attaque le canal de la Dominique. Alors vous imaginez bien, vous êtes tout seul à bord, vous partez pour échapper à un cyclone, et puis d'un coup, il vous arrive ça. Donc là, c'est quand même un gros coup de pression. On se dit bon, il faut réagir vite, il faut réagir bien, il faut trouver tout de suite la bonne solution. Je traverse le canal de la Dominique, donc là aussi on avait quand même des conditions assez soutenues. On était autour des 25-30 nœuds de vent en continu, avec vraiment une houle qui était bien établie. Je traverse sans encombre. Alors je dis on parce que on n'était pas seul, j'étais pas seul sur le plan d'eau. J'avais un bateau copain qui faisait le même chemin que moi. Et puis sur les VHF, on entendait bien les conversations des autres bateaux autour. C'est pas mal parce qu'au final, ça permet aussi de rencontrer de nouvelles personnes et de savoir qu'on n'est pas tout seul sur le plan d'eau. Je remonte la Dominique jusqu'à un point assez classique par rapport aux îles, lorsqu'on est sous le vent des îles, où vraiment là il y a pétole de chez pétole. Je roule le génois, je laisse ma GV, je redémarre le moteur et bingo, alarme moteur, alarme d'eau encore dans la cale. Et là c'était une durite qui avait glissé. Alors ce qui est particulier sur au niveau des durites, c'est que on a des durites en caoutchouc qui sont prises sur des petits tubes acier qui sortent à différents endroits du moteur, mais
beaucoup de ces tubes acier n'ont pas de petites lèvres qui permettraient de fixer le collier après et qui empêcheraient comme ça de sortir. Donc avec les vibrations du moteur, avec parfois ça se dévisse, ça glisse, même quand on contrôle, moi je contrôle systématiquement l'ensemble du moteur avant de partir, bon des fois ça glisse. Donc là c'était visible, hein, c'était la durite qui avait sauté, donc il a simplement fallu la replacer, mais on repart pour un tour, c'est-à-dire plus le moteur, on l'arrête, on vide les cales, on repère tout de suite, mais du coup on perd le pilote auto parce que le bateau est arrêté, donc réétablit les voiles, etc. Bon, là c'était là j'étais en terrain connu. Mais par acquis de conscience, je sais pas pourquoi. Alors j'ai une habitude, hein, lorsque je suis au moteur, je prends un thermomètre là à distance et je contrôle systématiquement sur la première demi-heure de navigation la température du presse-étoupe, de l'inverseur, du bloc moteur, de l'échangeur. Et je fais ça lorsque je fais des navigations longues ensuite à la première demi-heure, au bout d'une heure, et puis ensuite 1h30 après, 2 heures après, pour voir si vraiment le bateau, le moteur ne chauffe pas. Et là, mon presse-étoupe s'est mis à chauffer pour la première fois depuis 2 ans. On l'a complètement refait avant de partir. Donc c'est un presse-étoupe avec une tresse hein, à l'intérieur. Et là, il s'est mis à chauffer. Donc je me suis dit, là, il n'y a pas tellement d'alternatives. Il faut le surveiller, il faut le refroidir. Et puis, on va reprivilégier la voile, même si on met plus de temps par rapport à cette côte sous le vent. Je renvoie la voile, on continue à avancer. Donc, il était pas loin des 21h, 22h. Hein, il faisait nuit. Bon, plan. J'avance. Je regarde ma voile, ma GV. Je me dis, tiens, il y a un truc qui est bizarre là. La forme, elle est bizarre. Et je m'aperçois que au niveau de la chute, j'avais des laits j'avais la voile qui se décousait. Bon, sur 25-30 cm. Donc là, il n'y a pas de solution. Si on veut éviter que l'ensemble de la voile se découse horizontalement, là, il fallait rouler la voile. Si ça avait été près du mât, j'aurais pu rouler sur plusieurs tours et garder le petit bout de voile de GV qui me restait. Là, c'était pas le cas, c'était sur la fin, donc il a fallu absolument tout rouler. Donc, arrivé vers Portsmouth, au nord de la Dominique, l'état des lieux, c'était plus de GV, le presse-étoupe qui pouvait chauffer, et donc uniquement le génois. Donc, il était hors de question de partir sur Pointe-à-Pitre, qui aurait pu être un port d'accueil, hein, ou à la marina, à Pointe-à-Pitre, simplement parce que on était trop face au vent. Et tenter le coup uniquement avec un GV, si je perds la propulsion moteur par rapport au presse-étoupe, là je me retrouve en très très grande difficulté. Par contre, j'avais la possibilité de tirer sur bouillante, qui me donnait une trajectoire un petit peu plus nord-ouest, et qui était jouable uniquement avec le génois. Et si j'avais un pépin, je pouvais dériver, mais dériver dans l'océan, pas me retrouver contre les cailloux. C'est l'option que j'ai choisie, de partir directement sur bouillante, et puis ensuite de faire le passage sous le vent et déventé de l'île au moteur en surveillant le presse-étoupe. Et là, je peux vous dire que la question qui vient direct, c'est mais quand est-ce que les emmerdes vont s'arrêter? Quand est-ce que ça va s'arrêter? Et c'est quoi la prochaine? En grande croisière, les bateaux sont très très sollicités, les voiles sont très sollicitées, les moteurs sont très sollicités, et même avec un entretien, une révision, un contrôle régulier, on n'est pas à l'abri d'incidents comme ça. Et la loi de l'emmerdement maximum, c'est vraiment le fait qu'il y a un incident sur lequel on n'a pas de prise au départ et qui n'était pas prévisible. Hein, et puis il y en a un autre, et il y en a un autre, et il y en a un autre. Et là, il faut vraiment, vraiment réussir à rester en contrôle. C'est-à-dire que il faut absolument pas être débordé par les émotions. Lorsqu'on est seul, d'autant plus, on ne peut pas s'en remettre à quelqu'un. Et si
vous lâchez sur le fait de trouver absolument une solution en ne comptant que sur vous-même. Alors oui, on peut appeler. Alors moi je l'ai fait. J'ai appelé des copains, j'ai appelé Stéphane, Steph de Steph et Béa sur Tiama. J'ai appelé Bernard sur Helios. J'ai appelé voilà pour avoir un petit peu leur point de vue. Mais il faut réagir vite. On peut avoir un point de vue sur une décision stratégique. Bah, tu prendrais plutôt quelle décision? Partir sur Pointe-à-Pitre, partir sur Bouillante, bon, ça c'est des décisions stratégiques. Mais dans le cas de la réparation d'urgence, bah là il faut agir vite. Et donc il faut absolument rester dans un état où on ne va pas être débordé émotionnellement, en gardant à l'esprit qu'il n'y a qu'une seule personne qui peut réparer. Et ben c'est vous, et personne va pouvoir le faire à votre place. Et ça, dans des situations où on est fatigué, parce que voilà, ça fait 20 heures qu'on navigue, il fait nuit, il pleut, vous êtes seul. Vous voyez, on serait dans un film, on appelle ça des ressorts dramatiques, c'est-à-dire qu'on les accumule pour faire monter la tension. Et ça marche bien. Lorsqu'on est comme ça soumis à des stress relativement forts, ce qu'il faut bien percevoir, c'est que la partie rationnelle de notre cerveau, elle va être complètement débordée par la partie émotionnelle. Et en fait, il y a deux voies à partir desquelles on va pouvoir agir. La première, ça va être toutes les techniques qu'on peut avoir pour neutraliser une montée très très forte des émotions. Il existe pas mal de techniques qu'on peut apprendre. Et puis l'autre élément, c'est étant donné que notre cerveau rationnel est mis à mal, on peut compter sur la partie automatique de notre cerveau, c'est-à-dire, et ben là pour le coup, on est sur l'entraînement, la répétition des gestes qu'on a fait, des procédures qu'on a appris, des procédures simples sur lesquelles on ne se pose pas de questions. Voilà, la voile est déchirée, on rentre la voile, on se pose pas de questions là-dessus. Bien connaître le bateau pour savoir où sont les choses et ne pas avoir à réfléchir. C'est bizarre comme situation parce que il faut réfléchir pour trouver des solutions, mais il y a tout un tas de choses sur lesquelles il faut pas avoir à réfléchir. Donc, mon encouragement, c'est vraiment interrogez-vous, posez-vous des questions sur et s'il se passe ça, qu'est-ce que je fais? Comment je réagirai de manière à créer des sortes de mini-protocoles très très simples, les répéter et savoir les mettre en œuvre de manière automatique pour ne pas avoir à compter sur la partie analyse, réflexion à propos de ces choses-là. Donc le premier point, c'est vraiment cette capacité à gérer le stress, voilà, à rester en contrôle au niveau des émotions et en focus par rapport à la réparation. Le deuxième point, c'est qu'il faut des outils. Ouais, moi, le presse et tout, je m'en suis occupé, j'ai dévissé, j'ai enlevé la pression, j'ai essayé de refaire passer de l'eau au travers du presse et tout. Bon, ça fonctionnait pas, mais il faut des outils. Il faut des outils pour démonter du durite et il faut des matériaux. Il fallait de la durite. Et ça, on peut pas l'inventer. Si on l'a pas sur le bateau, il va falloir trouver une autre solution. Le troisième point, c'est de savoir où sont les choses. C'est-à-dire savoir où vous avez rangé les tuyaux, savoir où vous avez rangé les outils. Ça, c'est important. C'est important que le bateau soit pas en bazar et que chaque chose soit bien à sa place pour se dire, il faut que je fasse ça. J'ai besoin de ça et il faut les trouver tout de suite. Voilà. Le temps, c'est quelque chose qui est très très précieux dans ces situations-là. Une fois arrivé à Bouillante, sur le lieu que j'avais identifié, ça me fait penser à quelque chose, c'est que lorsqu'on part comme ça sur des naves, on sait où on va. C'est important d'avoir un plan B et un plan C, c'est-à-dire que on va à la marina de Pointe-à-Pitre. C'est quoi le plan B si on peut pas y aller? Le plan B, c'est Bouillante. C'est quoi le plan C? Le plan C, par exemple, c'est de pas traverser, de rester à Portsmouth. Mais lorsqu'on est à Portsmouth, à Bouillante ou à la marina de Pointe-à-Pitre, quelles sont les ressources qu'on a sur place? Est-ce qu'il y a des mécanos? Est-ce qu'il y a
des hôpitaux? Est-ce qu'il y a des chip chandlers pour récupérer du matériel? Donc c'est intéressant, c'est important, en tout cas pour nous sur Ikigai, c'est important lorsqu'on planifie la navigation d'avoir ses plans B et ses plans C avec les ressources qu'on peut avoir sur place. Parce qu'une fois jeté l'ancre à bouillante, alors c'est pas côté pigeon, hein, c'est vraiment avant. Eh ben il y a pas grand chose là-bas. Et notamment en termes de transport en commun, en termes de ship, y a rien. Donc là, il faut trouver un véhicule pour faire réparer la voile. Il faut et on a toute une organisation comme ça qui va falloir se mettre en place. Et ce qui est important là pour moi, c'est le réseau de bateaux copains, de personnes qui sont déjà passées là où vous êtes, de personnes qui ont des idées, qui ont des connaissances sur place, qui ont des numéros de téléphone à vous donner. Ça, c'est quelque chose qu'il est intéressant de développer et d'entretenir lorsqu'on est en grande croisière. Alors, on connaît bien la solidarité des gens de mer et des plaisanciers, hein, et ça, c'est une réalité. Moi, j'ai toujours pu compter sur des bateaux copains et des bateaux que je ne connaissais pas, qui sont devenus des bateaux copains et des amis. Mais c'est important de ne pas rester seul dans des moments comme ça. Alors peut-être pas sur le moment, mais ensuite, une fois qu'il faut trouver des solutions pérennes pour préparer le retour en toute sécurité, hein, c'est quand même intéressant d'avoir quelques numéros de téléphone à contacter, ne serait-ce que pour que ces personnes puissent vous dire, bah écoute, je fais rien pour toi, mais je connais peut-être quelqu'un sur place qui pourrait t'aider ou te renseigner. Et je profite de la vidéo pour remercier toutes les personnes avec qui j'étais en contact, hein, et qui m'ont aidé là pendant cet épisode. Et notamment Tony de Guada Yacht Service, qui est un voilier sur la Guadeloupe, et qui a très gentiment accepté de me reprendre la voile comme ça au pied levé et de me faire les réparations, et alors que je devais redescendre assez rapidement sur la Martinique. Il me l'a pris jeudi matin, le jeudi midi c'était fait. Voilà, hein, en plus c'est une super rencontre, hein, un gars hyper gentil, hyper passionné. Donc c'est aussi l'occasion, hein, j'aurais aimé le rencontrer dans d'autres circonstances, mais bon, là ça a été celle-ci. Aujourd'hui, j'avais pas envie de faire une vidéo sur les cyclones, une vidéo sur la météo, sur la préparation des bateaux, etc., ou sur les stratégies à utiliser en cas de cyclone. Beaucoup de personnes ont fait des vidéos à ce sujet, et c'est très bien. Ça permet à chacun d'avoir aussi de l'information. Mais je voulais plutôt partager cette expérience de navigation avec une succession d'embêtements, de problèmes techniques. Et puis, il me semblait intéressant de partager ce qui me semblait important pour faire face à ces situations. Et voilà, chacun pourra piocher à l'intérieur de cette expérience qui peut être intéressant, utile pour lui. Et je tenais aussi à remercier tous les abonnés qui ont demandé de mes nouvelles, qui m'ont envoyé soit des commentaires, soit des messages par différentes voies, pour me demander comment ça se passait, si Ikigai était en sécurité, si nous étions en sécurité. Merci, ça me touche beaucoup, et ça nous touche beaucoup de s'apercevoir que il y a des personnes qui prennent comme ça le temps de prendre des nouvelles. Si cette vidéo vous a plu, si elle vous a intéressé, si elle a été utile pour vous, pensez à vous abonner, pensez à liker, à partager, et moi je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.